Alors bonjour, mon nom est Darko Bertrand d'Industrielle Alliance Gestion privée de patrimoine. On va vous parler en ce mois de juillet de la hausse des marchés boursiers qui continue depuis le 1er novembre dernier, donc depuis maintenant 9 mois. Alors, on va parler également, pour les sujets du jour, on va parler de l'immobilier aux États-Unis. On va vous parler du S&P 500, l'indice boursier américain qui est un peu disproportionné. On va vous parler aussi de l'inflation qui, je pense, ne reflète pas la réalité. Des liquidités dans le marché, de la position dans laquelle on se situe et les recommandations que l'on va vous faire également. Alors, pour commencer, je vous parle un peu d'immobilier aux États-Unis. Les familles jugent que maintenant, ce n'est pas nécessairement le bon moment pour faire l'acquisition d'une maison. Alors, pour la première fois depuis quasiment 40 ans, on voit la position des familles qui ne sont pas nécessairement en faveur de faire l'acquisition des marchés suite surtout à la hausse des taux d'intérêt. Et ça, c'est surtout au niveau résidentiel. Maintenant, au niveau commercial, ça, c'est un peu pire parce que la valeur des bâtiments, elles sont en baisse constante en Californie, d'abord et avant tout. On voit San Francisco aussi, il y a une perte d'1 milliard depuis 2016 sur les deux plus gros hôtels. Les deux plus gros hôtels de San Francisco, Union Square, un parc 55, est évalué à 1,56 milliard de dollars en 2016. Aujourd'hui, c'est évalué à 554 millions. Alors, il y a une perte nette de 1 milliard de dollars là. Alors, on traverse une période absolument troublante pour la ville. La valeur des types d'immobilier commercial s'est complètement effondrée là. Alors, si on poursuit aussi avec Los Angeles, qui est en Californie aussi également. Il y a une tour de bureau du centre-ville de Los Angeles qui a perdu la valeur choquante de 417 millions de dollars en 3 ans seulement. Alors, la valeur estimative de la tour de 52 étages est passée de 632 millions en 2021 à 215 millions en 3 ans. Alors, les rapports indiquent que le propriétaire même remet l'actif au prêteur qui a 465 millions de dollars de dettes sur la propriété. C'est absolument indécent. Là. Maintenant, pour parler de la disproportion du S&P 500 et des compagnies qui battent l'indice boursier. Alors, vous avez présentement le plus bas total ici en 2024, le nombre de compagnies qui vont présentement battre l'indice boursier. Donc, si l'indice boursier est à 15 ça veut dire que présentement, ces compagnies-là font 4, 5, 6 et ne battent pas l'indice boursier. Alors, vous avez une faible proportion de compagnies qui performent bien dans le fond. Alors ici, là, ce n'est pas sans rappeler les années 2000 où il y avait aussi une faible proportion de compagnies qui battaient l'indice boursier. Alors présentement, vous avez des exemples de compagnies qui surperforment l'indice. Donc, c'est-à-dire qu'on a, exemple, NVIDIA, qui part de 49,52 au début de l'année, est rendu à 134,91 en date du 11 juillet. Donc, c'est une hausse de 172 ça, c'est un peu exceptionnel, un peu fou. Vous avez Microsoft aussi également qui fait 24 depuis le début de l'année. Google fait 37, Amazon fait 31,5 et vous avez le S&P 500 qui, depuis le début de l'année, fait 18 en 7 mois. Maintenant, comme on a vu dans la diapositive précédente, très peu de compagnies font partie de ce lot. Alors, c'est ça le danger un peu, c'est qu'on se ramasse avec environ 75 80 des compagnies qui ne battent pas l'indice boursier parce que la réalité, c'est que l'économie ne fonctionne pas. C'est pas une croissance économique qu'on est en train de vivre là. Pour résumer cette portion, c'est que les 10 plus grandes actions du S&P 500 ont représenté 77 du gain total du S&P 500 au premier semestre de cette année, donc les premiers 6 mois. Donc, on constate que c'est le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire, le plus haut étant été en 2007. Alors, nous allons parler de l'inflation. On nous dit que l'inflation est à 3 aux États-Unis, 2,7 au Canada, mais la réalité est tout autre, dans la mesure où généralement, ce sont les gens moins fortunés qui mangent dans les restos fast-food. On peut voir ici que l'augmentation du prix des 5 dernières années au McDonald's se situe à 141,4 Donc, ici, vous voyez, 141,4 Si on divise ça sur 5 ans, ça fait une moyenne de 28 par année. Alors, si on regarde au Taco Bell, donc l'augmentation globale depuis 5 ans, c'est 57,4. 57,4 divisé par 5, ben, ça donne 11 par année, toujours en moyenne.
Alors, je pense que c'est difficilement proche de la réalité ce qu'on voit. On ne peut pas dire que l'inflation est à 3 nécessairement. D'autant plus qu'on voit que le café, une denrée dans le fond qui est utilisée par environ 80 des Américains, le café a augmenté de 146 piastres à 252 piastres en l'espace de 10 mois. Donc, on parle d'une augmentation de 72 ce qui confirme que l'inflation de 3 ne représente pas la réalité en fin de compte. Je peux parler d'une réalité qui est un petit peu désolante un peu quand on voit qu'au Canada, depuis 2022, il y a une augmentation des faillites qui est partie de 150 à 460. Donc, on approche les niveaux dans le fond, de la crise financière de 2008. Donc, c'est la raison pour laquelle les marchés monétaires atteignent un nouveau record. Donc, les gestionnaires de portefeuille et conseillers en placement font le calcul que les marchés ne peuvent pas soutenir une hausse aussi constante, aussi rapidement d'ailleurs. Donc, les gens mettent un peu plus d'argent de côté, sont plus prudents, et c'est la raison pour laquelle on vient même de faire un record depuis, même on a battu le record du 12 juin. Et pour vous donner une bonne idée de l'encaisse qu'il y a sur les marchés présentement, à la fin du premier trimestre, le conglomérat dirigé par le PDG Warren Buffett disposait de plus de 189 milliards de dollars de liquidités à court terme dans ses livres. Donc, l'accumulation de ce stock de liquidités fait craindre à certains qu'il s'agisse réellement d'un avertissement silencieux adressé au marché boursier. Pour mieux visualiser l'accumulation d'encaisse dans le compte de Warren Buffett, voyez ce que 189 milliards représente dans l'encaisse seulement. Alors, si vous avez dans votre encaisse 20 000, 30 000 là, ça ne devrait pas vous inquiéter outre mesure. Alors, pour vous montrer un peu l'indicateur de Warren Buffett, j'en parle souvent, mais j'en ai parlé à 1,7 environ au mois de septembre-octobre. Alors, on se situe en principe, là, c'est le produit intérieur brut qui est divisé par la capitalisation boursière. Donc, on arrive à un chiffre qui, généralement, quand on est aux alentours de zéro, ben on est dans un marché assez bien évalué. Quand on est rendu à plus 1, ben on est rendu dans un marché un peu plus dispendieux. Puis quand on est rendu à 2 et plus, ben là, on se trouve être dans un marché en anglais qui disent strongly overvalued. Il est très, très surévalué. Alors, les dernières fois qu'on a touché à ces niveaux-là, c'était en 2000, puis dernièrement, il y a environ 2 ans, quand il y a eu un afflux d'argent sur les marchés, ben, ça a provoqué une hausse constante qui, malheureusement, a fait une chute aussi abrupte par la suite. Puis, je me sers d'un logiciel qui s'appelle Current Market Valuation, qui mesure l'évaluation des marchés en général. Et puis, quand on a commencé à regarder ça en septembre, octobre, le marché était à plus 1,5. Présentement, on est à plus 1,8. Donc, j'ai jamais, en tout cas depuis que je me sers de ça, ça n'a jamais été aussi haut. On voudrait idéalement qu'on puisse acheter dans ces environs-là et non pas dans ces environs-là où on trouve que la valeur est over the top, puis en même temps, ben, notre capacité de gain rendue là, elle peut être très minime. Pour terminer, on y va avec nos recommandations d'usage. Alors, il était tout à fait humain d'envier le succès des autres et difficile de s'empêcher de ressentir de la jalousie. Toutefois, un conseiller doit impérativement rester fidèle à sa manière d'investir. La pire chose à faire est de se laisser influencer par l'envie et d'abandonner sa philosophie d'investissement pour participer à une fête qui ne nous convient pas dans le fond. On dit que la pelouse est toujours plus verte chez le voisin, mais n'oublions pas que la vision à adopter est davantage plus globale que ponctuelle. C'est la raison pour laquelle je recommande de poursuivre avec un portefeuille équilibré et de garder une portion en encaisse ou en marché monétaire, prête à saisir les opportunités d'un marché qui sera éventuellement moins dispendieux. Alors, je vais vous souhaiter de profiter de l'été et je vous reviens à l'automne en espérant que les marchés redeviennent à des positions un peu plus normales. Merci, bonne fin de journée.